Et bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, donc ce webinaire qui a pour sujet les 5 tendances qui vont marquer le secteur menuiserie, store et fermeture en 2025. Alors pour ce webinaire, aujourd'hui je suis accompagné d'Élise. Bonjour. Et donc, juste pour rappeler aussi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas éventuellement, donc Groupe Elsia, nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés dans la menuiserie, store et fermeture. Et notre objectif, c'est de simplifier la vie de tous les acteurs du secteur, les fabricants, les revendeurs, installateurs, avec nos solutions telles que ProDevis, MyPricer, Diapason, Ramasoft, que vous connaissez certainement déjà. Et aujourd'hui, on vous simplifie la vie avec un webinaire qui va vous donner donc toutes les tendances pour 2025 qui vont impacter votre quotidien. Donc, avant de démarrer, on va quand même commencer par un petit échauffement. Je vais vous demander de bien rester attentif devant votre écran, pardon, avec un petit quiz. Alors, on va commencer par, avant même le petit quiz d'ailleurs, on va commencer par le sommaire, exactement, ça arrive même au meilleur. On va juste enlever, pardon, la question du sondage en passant. Le sommaire donc, de ce webinaire, la crise du neuf va-t-elle se prolonger en 2025? On parlera également de la rénovation énergétique qui va être au cœur de tous les enjeux. On a aussi d'autres tendances où on parlera un petit peu plus en détail des différentes typologies de produits qui porteront tout le secteur. Un petit aperçu de la réglementation, on a entendu parler de la REP, on a entendu parler de la facturation électronique, on revient en détail sur ces différents points. Et enfin, les événements de l'année avec les dates à noter pour ne rien rater sur cette année 2025. Et comme je vous disais, quand même, restez toujours attentifs derrière votre écran. C'est ce coup-ci qu'on va démarrer le petit questionnaire. Alors, première question que je vous pose, quel type de matériau de menuiserie a été le plus vendu en 2024? Donc, vous avez à l'écran, et je vois que bon, il y a une majorité d'entre vous qui répond le PVC. Personne ne se positionne sur le bois. On a allez, une petite quinzaine de pourcents d'entre vous qui pensent que c'est l'alu qui a été le plus vendu en 2024. 86% d'entre vous qui pensent que c'est le PVC. Et bravo, c'est bien le PVC qui a été le plus vendu sur 2024. Donc le PVC qui est numéro uno en nombre de pièces vendues, mais bien que l'aluminium reste le numéro un en chiffre d'affaires, pour donner un petit peu plus de détails sur cette partie-là. On y reviendra tout à l'heure aussi dans la partie tendance des différentes typologies de produits du secteur. Je laisse la parole à Élise pour la deuxième question. Je perds pas la main. Deuxième question pour vous. Quelle est la part des propriétaires qui envisagent des travaux de rénovation énergétique? Un sur 2, un sur 3, un sur 4. Les résultats sont plus partagés. Voilà, une petite tendance qui se démarque. C'est bon, les résultats. Alors, vous êtes 11% à penser que c'est un sur 2, 60% un sur 3 et 28% un sur 4. Et il y avait un petit piège et la réponse c'est un sur 2. Donc, bravo à nos 11% qui envisagent des travaux de rénovation dans les prochaines années, pas forcément sur l'année qui va suivre. Et sachez aussi, il y a une information importante, c'est que c'est pratiquement 6 propriétaires sur 10 qui n'envisagent pas de travaux sans l'accès à ma prime rénov'. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes sur ma prime rénov' et elle se confirme dans les intentions des propriétaires. Question 3, Rémi? Merci Élise. Alors, pour cette troisième et dernière question, on vous demande si vous connaissez le montant de la REP PMCB majoritairement constatée sur une fenêtre PVC sur 2024. 1,50 €, 2,25 € ou 3,15 €. On voit qu'il y a quand même Même quelques pas le temps de dire habitués. les propositions. Exactement. Mais quand même assez partagé. On a pas mal de monde qui se positionne sur 1,50 €, même presque une majorité. Ça se bataille encore un petit peu. Ah, on est presque sur du 50-50. Alors, on a une personne qui a répondu 3,15 €, mais sinon, vous êtes en majorité répondant sur 1,50 € et quand même 46% sur 2,25 €. Alors, bravo aux 46%, puisque la bonne réponse était 2,25 €. Donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure au niveau de la REP, mais il y a en plus voilà, quelques petites actualités à vous partager justement sur 2025 au niveau de la réglementation. Et on va démarrer, rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le 9. Et je laisse la parole à Élise.
Maintenant que tout le monde est bien échauffé, on va en effet rentrer au cœur du sujet qui nous anime pour ce webinaire. Donc la première tendance, la crise du neuf va-t-elle se prolonger en 2025? Donc tout d'abord, un petit flashback sur cette année. Je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer que le secteur du bâtiment est en crise et majoritairement par le neuf, puisque aucun segment de marché n'est épargné, hein. La plus grosse chute, c'est pour le logement neuf individuel qui fait -25. Et sur le marché total neuf, la baisse de l'activité est estimée et mesurée à -21,9, sachant que la tendance est pire que dans les prévisions, puisque les prévisions annonçaient -14, et là on est quand même à -22. Donc c'est un secteur qui est fortement en crise, qui est mis en chantier non résidentiel fortement impacté également. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire pour l'année prochaine, les prévisions? Qu'est-ce qu'elles nous annoncent? Malheureusement, pas de bon augure. Il y a beaucoup de pessimisme. On avait annoncé une crise du bâtiment pour 2 ans. On est en plein dedans. L'incertitude politique n'aide pas puisque la loi de finances n'est toujours pas votée. Donc, ça fait beaucoup d'aides qui sont encore floues, pas légiférées. Mais cependant, on peut quand même avoir une petit motif d'espoir grâce au taux d'intérêt qui baisse pour les particuliers, donc qui pourrait annoncer une amorce de relance pour le marché du neuf, pour la construction. Donc on annonce quand même dans les tendances une baisse à -14,2. Donc on espère que cette décroissance sera sur ces eaux-là pour maintenir quand même un petit peu plus d'espoir. Parfait pour le neuf, donc plutôt pessimiste. Qu'en est-il de la partie rénovation? Donc on le disait tout à l'heure en introduction, la rénovation énergétique, elle est vraiment au cœur de tous les enjeux. Si on revient aussi sur 2024 pour cette partie rénovation, alors il y a eu vraiment voilà, une petite différence entre les deux secteurs, donc ce sont le résidentiel et le non résidentiel. Le résidentiel, il est sorti en légère croissance, pardon, avec plus 0,8. Alors, assez difficile, et ça aurait pu être bien pire parce que, il y a eu moins 40% de bénéficiaires sur ma prime rénov par rapport à l'année précédente. Et on a le secteur non résidentiel, lui, pour le coup, qui a pu, porté par le programme de rénovation énergétique des écoles notamment, sortir à une progression de 2%. Ce qui fait que sur tout le secteur de la réno, on a, sur 2024, donc, une croissance d'1,2%. La réno tire son épingle du jeu encore cette année. C'était déjà le cas l'année dernière. Et pour 2025, donc l'espoir est de mise pour la rénovation énergétique. Alors notamment la stabilisation des règles de MaPrimeRénov', donc qui ont été votées juste avant la censure toutefois. Alors depuis, c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs, il y a pas mal de débats aussi au gouvernement autour du budget et puis des règles MaPrimeRénov' sur 2025. En attendant, les règles de 2024 restent en application. Et donc l'annonce de la hausse de l'activité pour la partie rénovation est de 0,9% en positif. Qu'en est-il pour les tendances qui vont porter le marché menuiserie store fermeture pour 2025? Alors, la première tendance, on vous l'a un petit peu teasé avec le questionnaire en entrée de webinaire, c'est le PVC. Donc, comme on vous l'a dit, ça reste le matériau le plus vendu. Donc, ça représente 60% des ventes de châssis en volume. Donc, même s'il est en baisse, puisque de toute façon, le marché, en l'occurrence de la fenêtre, est aussi en baisse en termes de volume, le PVC a encore de bons jours devant lui, puisque de toute façon, ça reste le matériau le plus accessible pour les budgets des particuliers. Et comme l'essentiel du marché va être porté par la rénovation, on a tendance à croire que le PVC aura encore de beaux jours devant lui pour 2025. La belle surprise, elle est venue l'année dernière sur 2024 du bois. Qui envoie du bois? Vous apprécierez le petit jeu de mots. Le bois qui a fait une progression de +10. Donc, c'est le seul matériau qui est en hausse en termes de volume. Donc, fortement porté par la RE 2020 et puis par les préoccupations écologiques, puisque le bois reste le matériau le plus décarboné. Donc, c'est vrai que c'est un matériau qui a fortement la cote pour tout ce qui va être en rénovation et en neuf aussi, pour les parts de travaux en neuf qui sont quand même sorties de terre. Et puis, on annonce aussi, par contre, pour l'année prochaine, un +2 encore. Donc, ils vont grappiller encore 2 points de part de marché en termes de matériaux. Donc, le bois a vraiment un bel avenir pour l'année prochaine.
Et il est surtout à noter porté par la production française. Donc c'est un matériau qui n'est pas importé comme le PVC. Il est porté par la production française, artisanale et locale. Donc très beau matériau. Merci. Moi, j'ai pas de jeu de mots, mais la couleur à la cote. Alors, il faut savoir qu'en 2024, pour la menuiserie, le blanc reste, alors sans surprise pour le coup, la couleur la plus vendue. Mais attention, elle perd de plus en plus de terrain au profit des menuiseries en couleur ou en bicoloration. Et d'ailleurs, 2025 pourrait être l'année de la bascule où les menuiseries en couleur ou bicolore, vous l'avez compris, seraient plus vendues que le blanc. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a toujours la mode des menuiseries colorées, avec notamment le 7016. Allons voir l'année prochaine si on aura vendu plus de menuiseries colorées que de menuiseries en blanc. Et enfin, pour terminer sur cette partie tendance au niveau de la typologie de produits, donc on va parler des volets et des stores. Alors, du fait notamment des difficultés rencontrées dans le neuf, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont spécialisées dans la partie rénovation qu'ils n'adressaient pas forcément trop avant, et notamment qui ont développé beaucoup plus toute la partie volets et stores d'une manière générale. Alors, ces produits, c'est vrai qu'ils sont très appréciés des particuliers, et particulièrement les volets roulants motorisés, où il faut savoir que 75% des volets roulants sont vendus motorisés sur l'année 2024. D'ailleurs, il est vrai qu'ils s'intègrent aussi de mieux en mieux dans tous les systèmes de pilotage des logements, la partie domotique, et tout ça aussi, c'est très apprécié des particuliers pour améliorer leur confort. Ensuite, un petit aperçu de la réglementation. Donc, on sait que c'est un sujet qui est forcément un petit peu sujet à beaucoup de discussions, surtout en ce moment, et qui n'est pas forcément très abordable de par la qualité des informations qui sont partagées. Donc, on va commencer par une petite actualité sur la gestion des emballages, qui pour 2025 va devenir une REP. Donc, je ne sais pas si vous le saviez tous, mais en 2024, les fabricants avaient obligation de déclarer le pourcentage d'emballage qui était réutilisé au cours de l'année. Et il y avait un pourcentage à atteindre selon le niveau de chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise. Donc là, c'est en train de se légiférer. On est encore dans une grosse période de flou puisque les éco-organismes ne se sont pas clairement positionnés. Donc il va y avoir beaucoup de discussions. Les fabricants sont évidemment partie prenante puisque là, les emballages, il y avait déjà une REP pour les emballages ménagers. Donc je pense que vous êtes au courant, ceux qui vendent à des particuliers. Par contre, là maintenant, elle va toucher tous les emballages professionnels. Elle a quand même un but vertueux, c'est aussi de baisser la production d'emballages qui sont produits et de faciliter le développement du réemploi et de la réutilisation. Donc, c'est quand même une démarche vertueuse pour le secteur de la menuiserie, store et fermeture. Ensuite, quelques petites actus pour la fameuse REP des PMCB, qui nous anime depuis quelques années, qui a connu des démarrages compliqués. Cette année encore, a priori, pour l'instant, les barèmes, en tout cas sur les trois éco-organismes majoritaires, n'ont pas connu de modification. Seul Valobat, pour l'instant, n'a pas sorti son nouveau barème pour 2025. Mais sachez que sur Valobat, qui est quand même l'éco-organisme majoritaire pour nos fabricants menuiserie, store, fermeture, l'écomodulation va prendre de l'ampleur. L'écomodulation, qu'est-ce que c'est? L'écomodulation, c'est un système de bonus ou d'écomodulation de l'éco-contribution qui est appliquée à un produit. C'est-à-dire que si vous pouvez justifier de critères environnementaux d'éco-conception, c'est-à-dire soit de recyclabilité de produits, de gestion durable des ressources, de durabilité, ou encore un pourcentage d'incorporation de matières recyclées, le prix de l'éco-contribution pourrait baisser, et donc au profit de toute la chaîne de valeur, et donc jusqu'au particulier qui verrait le choix d'un produit éco-conçu minoré par une éco-contribution du coup plus allégée. Donc voilà, donc on ne manquera pas de vous avertir dès que nous en saurons plus. Pour l'instant, voici l'intégralité des informations que nous avons sur les aspects REP. Parfait. Merci Élise. Toujours sur le sujet de la réglementation. Alors même si ça n'arrive pas tout de suite sur 2025, on a trouvé ça important de partager ça avec vous. Donc la facturation électronique, vous êtes nombreux à nous poser des questions au sujet de cette réglementation. Donc la facturation électronique qui a déjà été repoussée par le passé, donc qui devrait
commencer donc à devenir obligatoire pour les entreprises de plus de 250 employés à partir du 1er septembre 2026. Et donc cette facturation électronique, en tout cas tout le principe ici repose sur deux piliers qu'on va bien détailler ici. Donc la première partie, c'est l'e-invoicing. Donc là, c'est vraiment le concept de devoir envoyer toutes vos factures à destination pardon, de professionnels, pas toutes vos factures, hein, toutes les factures à destination de professionnels par des plateformes pour qu'elles soient ensuite réadressées à ces autres professionnels. Donc, pour cette partie-là, il y a une obligation, donc je le disais tout à l'heure, des entreprises de plus de 250 employés dès le 1er septembre 2026. Pour les autres entreprises plus petites, ce sera à partir du 1er septembre 2027. En revanche, en ce qui concerne la réception de ces factures électroniques, toutes les entreprises auront pour obligation d'être en mesure de les recevoir par le biais de ces plateformes à partir du 1er septembre 2026. Donc ça, c'est pour le premier pilier qu'on appelle donc le e-invoicing. La deuxième partie, c'est l'e-reporting. Et là, c'est tout simplement le fait de transmettre vos données de facturation à l'État. Donc là, que ce soit des factures à destination de professionnels, à destination de particuliers, de collectivités, qu'importe, il faudra transmettre toutes vos données de facturation à l'État, donc par le biais de ce qu'on appelle le e-reporting. Tout ça fait partie donc, de la réglementation de la facturation électronique. Donc là aussi, en termes de calendrier pour la mise en place de cette facturation électronique, c'est 1er septembre 2026 pour les entreprises de plus de 250 employés et 1er septembre 2027 pour les autres entreprises. Facturation électronique qui n'est pas une facture PDF. Exactement, la facture électronique, c'est vrai que très souvent on pense juste à la facturation dématérialisée, mais c'est pas le fait d'envoyer une facture en PDF. Alors on entend beaucoup parler du format Facturix sur la facturation électronique. Le principe en gros, alors surtout pour l'e-invoicing, c'est de pouvoir envoyer des factures qui soient à la fois lisibles par l'homme, mais aussi lisibles par la machine pour que l'État puisse récupérer justement toutes ces données de facturation. Merci pour la précision, Élise. Et puis pour finir sur une note plus légère, donc après une année fastueuse avec Batimat, cette année, il n'y aura pas de gros événements. Le marché à la menuiserie store fermeture ne sera pas porté par le salon phare. Nous avons néanmoins deux salons qui sont très intéressants, surtout en vue de tout l'impact sur la réglementation pour le niveau environnemental. On a un salon Bipositif qui aura lieu à Lyon du 25 au 27 mars et le salon Reno Days du 7 au 8 octobre 2025 à Paris, porte de Versailles. Donc, ces deux salons qui sont très axés transition écologique, rénovation, euh, à destination de tous, hein. Pour le coup, pour les avoir visités, du fabricant comme du revendeur, il y a des informations très intéressantes pour mieux communiquer avec vos clients et surtout mieux gérer leurs incertitudes et leurs questions sur tout ce sujet de rénovation. Et puis, nous aurons quand même le salon Artibat, donc la 20e édition du salon de la construction et des travaux publics, donc dans cette très belle ville de Rennes, du 22 au 24 octobre. Donc, c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans et où vous pourrez retrouver Elsia, qui sera Hall 4, stand B21. Évidemment, ça sera toujours un plaisir de vous accueillir pour échanger avec vous sur notre stand. Merci Élise. Et donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc merci à tous de l'avoir suivi. On voulait aussi vous rappeler, donc on a Thomas Ligeron qui nous posait la question notamment d'où proviennent ces chiffres. Donc ces chiffres proviennent de différentes sources, donc notamment la CAPEB, la FFB, TBC Innovation, et je pense qu'on a aussi d'autres sources qui peuvent arriver. On a tout qui est répertorié, puis un petit peu plus complet dans le guide de que vous réserve le secteur livre blanc, store et fermeture en 2025. Donc, on a Clémence qui vous remet le lien pour télécharger le livre blanc complet, si vous le souhaitez. Vous le retrouverez directement dans le chat si vous ne l'avez pas déjà téléchargé. Donc, notamment les différents sujets que nous venons d'aborder ici en webinaire. Si vous voulez aussi, quel que soit le sujet que vous souhaitez aborder avec nous, n'hésitez pas aussi à nous recontacter. On a Clémence qui va vous mettre le formulaire de contact d'une manière générale, quel que soit le sujet, pour échanger sur les tendances du secteur, mais ça peut être aussi concernant vos différentes solutions, vos projets que vous avez pour cette année. Il ne faut pas hésiter à nous en parler. On espère que ce webinaire vous a plu. Le replay sera disponible et sera envoyé par mail. Si jamais vous avez besoin aussi de le revisionner ou de le repartager, il ne faudra pas hésiter.
comme habituellement, pour ceux qui sont régulièrement inscrits à nos webinaires, vous recevrez alors certainement d'ici la fin de journée, au pire des cas avant la fin de semaine, un petit mail avec tous les liens utiles, pardon, et notamment le lien du replay du webinar. On a une question qui est arrivée dans le On a chat. une question qui est arrivée. Est-ce que l'envoi de factures dématérialisées se fera via le site ImpôGouv? Alors là-dessus, Elodie, Le site on a, impôt. ouais, voilà, on a plusieurs choses. Alors au départ, il était prévu que ça puisse se faire directement via la plateforme Chorus, donc la plateforme de l'État. Vraisemblablement, ça transitera par Chorus, donc pour les envois des factures. Je disais tout à l'heure, à destination des professionnels. Maintenant, il y a aussi d'autres plateformes privées qui sont voilà, sur le marché, qui vont vous permettre peut-être aussi de simplifier un petit peu ces différents flux. Donc là-dessus, je pense que voilà, les différentes PDP, on appelle ça, qui seront positionnées sur le marché, viendront rapidement pour nous expliquer un petit peu comment ça pourra se passer. Puis nous aussi, dès qu'on aura plus de détails à vous donner concernant ces points, puisqu'on sait que c'est quelque chose voilà, qui va vous impacter directement et qui arrive très vite, mine de rien, on viendra aussi rapidement aux nouvelles pour vous expliquer comment ça se passera. Alors, si ces plateformes seront payantes, on a Chorus qui est gratuit, qui est déjà celle de l'État aujourd'hui, mais les autres plateformes qui sont des plateformes privées, elles, en effet, seront payantes. Par contre, voilà, vous donnez les prix de ces différents abonnements ou même les formats de comment ce sera fait, si c'est au nombre de factures, si c'est un abonnement mensuel. Voilà, là-dessus, malheureusement, on a encore assez peu d'informations vu que ce n'est pas encore mis en place. Mais il est normal que vous posiez ces questions. Et on a donc Thomas qui nous pose la question de la différence entre facture électronique et facture dématérialisée. Merci de poser la question, Thomas. Donc la facture que l'on appelle vraiment dématérialisée, pour le coup, c'est une facture typiquement en PDF que vous allez pouvoir envoyer par mail, qu'on n'est pas obligé d'imprimer. Et vraiment, le concept de la facturation électronique, c'est vraiment un autre format de facture qui n'est pas un PDF. Tout à l'heure, je parlais du format FactureX, mais il en existe d'autres, qui va être, pour essayer de le faire très simple, c'est un PDF enrichi avec des données qui vont pouvoir être lues plus facilement par une machine. Voilà. Et notamment pour qu'ensuite on puisse les faire transiter pardon, les différentes informations de la facture entre des machines. Donc on parlait tout à l'heure de Chorus, mais aussi des autres plateformes PDP, notamment pour cette partie facturation. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, Thomas, sur ce point. On a une question de Gilles. Alors Gilles, j'ai l'impression que on parle des journées d'infos chez les fournisseurs tels que Ferrari. Euh, D'ailleurs, Clémence va vous répondre. je vous répondrai en perso, Gilles. Ok, super. Merci Clémence. Élodie, le but est-ce que de la facturation électronique, je vais compléter, est de ne plus avoir à faire de déclaration de TVA. Alors en fait, il y a plusieurs buts là-dessus, notamment un des buts principaux pour l'État, c'est de pouvoir simplifier le contrôle, mais ça va être aussi de pouvoir mieux piloter l'activité de tous les secteurs sur le territoire et de ne pas attendre uniquement les déclarations de TVA, typiquement en fin de mois, pour savoir comment tourner les entreprises. Donc, il est vrai que ça va aussi forcer certaines entreprises qui sont toujours sur la facturation papier à aussi franchir le cap de la dématérialisation en passant directement par l'électronique. Mais donc, ce n'est pas uniquement de plus avoir à faire de déclaration de TVA, c'est vraiment de simplifier tous ces flux. Et plutôt que de faire une déclaration voilà, tous les mois, notamment sur la partie TVA, bah là, vous pourrez envoyer ça plus régulièrement pour que l'État ait des informations plus souvent. Je continue de regarder dans le module questions-réponses et a priori, on a plutôt fait le tour des questions. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y en a d'autres, à continuer de les poser, soit par le module questions-réponses, soit par le chat. merci à vous en tout cas pour votre participation, vos questions. On voit que les sujets vous ont intéressé puisque ça vous a animé avec le petit quiz et dans les questions-réponses. Donc, si vous n'avez plus de questions, on n'a plus qu'à vous remercier. À quoi peut-on s'attendre concernant les protections solaires? Pareil que pour voilà, le store, c'est vrai que c'était un petit peu abordé dans les tendances volet et store. Donc protection solaire, on n'a pas plus d'informations sur ce qui pourrait arriver sur 2025.
Donc, si on en a, on ne manquera pas de vous les partager et de mettre à jour notre livre blanc. Exactement. Ouais. Pour cela, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, par exemple, où on relaie la majorité de nos informations. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Tout à fait. Merci Clémence. Eh ben, c'est parfait. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent, surtout n'hésitez pas avec le formulaire de contact à envoyer vos questions directement. Ou je pense en effet que par les différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, que ce soit directement nos adresses mail, je pense que vous avez toujours un de nos contacts quelque part. Donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. C'était le premier de l'année. Et puis on vous dit à bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous.